dernier webinaire de l'année dédié au SCPI. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Charlotte Habib, responsable des partenariats du groupe Aldéran. Bonsoir Charlotte. Bonsoir à tous. Et Philippe Chambéry, directeur développement retail du groupe Primonial Reim. Bonsoir Philippe. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, Alta Profit développe depuis 2021 une offre immobilière en partenariat avec la société Alphéis. Nous offrons à nos clients la possibilité d'investir sur des supports à fort potentiel, car l'investissement en SCPI permet de vous constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d'un cadre bien plus souple que l'acquisition d'un bien physique, et surtout en vous donnant accès à des actifs habituellement réservés à des investisseurs institutionnels. Nous avons évoqué tout au long de l'année différents thèmes concernant les SCPI, comment les choisir, les SCPI un actif pour sécuriser son épargne, ou encore les SCPI et le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous parlerons de l'intérêt d'investir sur des SCPI afin de préparer votre retraite. Comme vous le savez, le passage à la retraite est un réel changement dans la vie, au niveau personnel comme au niveau financier. Vous allez disposer de temps pour profiter de votre famille, vous lancer dans des nouvelles activités. Il serait dommage d'être bridé dans vos envies, faute de moyens financiers. Il est donc important d'anticiper d'éventuelles dépenses de santé. Pour toutes ces raisons, la préparation de votre retraite est un sujet à considérer le plus tôt possible. Entre l'allongement des durées de cotisation, la baisse des pensions, il est indispensable de se montrer prévoyant et d'anticiper la perte de revenus au moment du passage à la retraite. Que l'on soit salarié cadre ou non cadre, profession libérale, artisan, commerçant, agriculteur ou même chef d'entreprise, tous les statuts sont concernés. Nous allons donc ce soir répondre à vos interrogations sur différents points. Et le premier point que nous allons aborder, c'est l'obtention de différents revenus. La première question que je vais poser lors de ce webinaire est pouvez-vous, Philippe, nous expliquer le fonctionnement des revenus sur les SCPI et le délai de jouissance? Bien sûr, Julien, pas de problème. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'objet social d'une SCPI, c'est l'acquisition et la mise en location de biens à droit immobilier. La SCPI, concrètement, elle collecte des capitaux auprès du public et elle les investit dans des actifs ou encore des portefeuilles d'actifs qui sont eux-mêmes déjà livrés ou à livrer, dans la perspective de percevoir un revenu régulier, ce sont des loyers, auprès de ces mêmes locataires et de les redistribuer auprès des associés, en tout ou partie sous forme d'acomptes qui sont versés trimestriellement et qui sont payés systématiquement à terme échu, les mois de janvier, avril, juillet et octobre. À ces revenus fonciers, stricto sensu, peuvent s'ajouter ce que l'on appelle des revenus financiers qui sont issus des placements financiers qui sont opérés sur la trésorerie de la SCPI. La SCPI n'a pas vocation à détenir beaucoup de trésorerie, mais lorsqu'elle en détient, elle a la possibilité effectivement d'investir sur des certificats de dépôt et autres produits, on va dire, non risqués. Et puis, à côté de ces revenus financiers, vous pouvez avoir des revenus exceptionnels tels que les distributions de plus-value qui sont issues des produits de cession d'actifs, puisqu'une SCPI est un véhicule de bon père de famille qui ne fait pas d'opération de marchand de biens et qui doit détenir les actifs pendant une période au terme de laquelle elle a la possibilité de pouvoir vendre, mais pas avant ceci. Le délai de jouissance, quant à lui, c'est une petite particularité inhérente aux SCPI elles-mêmes. En gros, pour résumer, c'est la période qui est nécessaire à la société de gestion pour investir les sommes que vous nous aurez confiées, les sommes collectées. Ainsi, vous êtes bien propriétaire de vos parts lorsque votre dossier est enregistré, donc à savoir à partir du moment où nous avons reçu un dossier de souscription, les pièces qui étaient demandées et que les fonds ont bien été déposés sur le compte de la SCPI, mais votre droit à percevoir les revenus ne prend véritablement effet qu'à l'issue de cette période de jouissance. Alors, pour essayer d'être un petit peu, d'illustrer un petit peu le propos, ces délais de jouissance peuvent varier. Alors déjà, d'une part, en fonction, bien sûr, de
du fonds lui-même, de la taille de la SCPI, du marché, d'investissement. Dans un marché, par exemple, tel que la santé, sur une SCPI comme Primovie, dont on vous parlera certainement chez Alta Profit, vous avez un délai de jouissance qui est de 5 mois. En réalité, on parle aussi du premier jour du 6e mois qui suit l'enregistrement de la souscription. Ainsi, si vous êtes associé à compter du mois de janvier, vous allez rentrer véritablement en jouissance à compter du mois de juillet. Donc, je souscris en janvier, j'entre en jouissance le 1er juillet. Et je commence donc à percevoir mes revenus sur la base en fait, d'un trimestre plein, si je ne me trompe pas, au mois, donc le 31 octobre, excusez-moi. Voilà. Donc pensez bien, si vous financez également vos parts de SCPI à crédit, à bien prévoir un différé pour le remboursement, effectivement, des intérêts d'emprunt. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Charlotte, on dit souvent que les SCPI sont un rempart contre l'inflation. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, ça n'a pas dû vous échapper, mais depuis le début de l'année, on assiste à une hausse des prix avec un niveau d'inflation qui a même dépassé le seuil des 6% au mois d'octobre. Et donc, je rebondis, c'est vrai que les SCPI sont un très bon moyen pour lutter contre l'inflation pour plusieurs éléments. Le premier, c'est justement, on assiste à une augmentation des loyers, puisqu'on a une indexation des loyers en fonction, qui suivent plus ou moins l'inflation, donc en fonction des indices sur lesquels nos baux sont référencés. À titre d'exemple, sur notre SCPI Activimo, là aussi on en reviendra un petit peu après, on a 75% de nos baux qui sont indexés sur l'ILAT, qui est l'indice des loyers d'activité tertiaire. Et pour vous donner un chiffre, depuis, au mois de septembre, sur un an, on est sur plus de 5,32% d'augmentation. Donc, on est en train d'augmenter nos loyers. On augmente depuis le début de l'année plus de 3% nos loyers. Et ce qu'il faut évidemment regarder, c'est la capacité de nos locataires à pouvoir justement payer cette hausse des loyers. Donc, il faut sélectionner évidemment des SCPI qui ont des locataires solides et qui sont justement en capacité de pouvoir payer cette hausse des loyers. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que l'inflation, vous avez dû le remarquer, provoque la hausse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les SCPI, puisque ça signifie automatiquement que le prix des actifs va un petit peu baisser, puisqu'on a moins d'acheteurs, ils ont du mal à s'endetter, et donc automatiquement, on va avoir des prix qui vont un petit peu baisser. Là, je parle notamment sur la classe d'actifs logistiques sur laquelle on est positionné. Les prix aujourd'hui sont quand même un petit peu moins chers qu'en début d'année, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand on regarde les loyers encaissés sur justement le prix d'acquisition, on voit un rendement finalement qui devient de plus intéressant et donc un rendement pour la SCPI qui va potentiellement augmenter. La petite cerise sur le gâteau, notamment en ce qui nous concerne, on ne s'endette pas, ce qui veut dire qu'on paye cash et donc automatiquement on arrive à avoir des dossiers sur lesquels on était positionné en début d'année, qu'on avait laissé un petit peu passer parce que c'était trop cher et aujourd'hui justement ils reviennent vers nous puisqu'on ne s'endette pas et donc on arrive à mieux négocier. Et le dernier élément pour justement l'inflation et les SCPI, vous avez dû le voir, on a également une hausse du coût de l'énergie. Et ça aussi, c'est un point important puisque les SCPI sont capables de signer des baux triple net, ce qui veut dire que finalement, les charges sont pour le locataire et non pas le propriétaire. Voilà. Donc, tous ces éléments font justement que les SCPI sont un bouclier anti-inflation. Merci Charlotte. On revient maintenant sur Primonial. Primonial qui est un groupe historique gérant aujourd'hui 7 SCPI comme Primopierre et Primovie qui ont, elles, des capitalisations avec des chiffres records à plus de 3 milliards et plus de 4 milliards. On sait que les SCPI sont connus pour leur résilience. Pouvez-vous nous indiquer quelles seraient leurs limites, Philippe? Oui. Bien sûr. Chez Primonial REM France, on gère à peu près 34 milliards d'euros qui sont répartis à la fois sur des fonds destinés au grand public et sur des fonds institutionnels. On gère effectivement 7 véhicules de type SCPI et 4 unités de compte souscriptibles en assurance vie, que sont des SCI et des EPCI, l'ensemble pesant à peu près 18 milliards d'euros sur les 34 milliards d'euros.
On est leader sur la collecte en France et second sur la capitalisation. La capitalisation du marché des SCPI, pour ceux qui l'ignorent, c'est à peu près 86 milliards d'euros. Donc avec notre capitalisation, on est à peu près à 12% de part de marché. Primovi, elle investit notamment sur les thèmes de la santé et de l'éducation. Elle capitalise 4,8 milliards d'euros. On sera bientôt à 5. Et Primopierre, qui investit, elle, majoritairement sur du bureau francilien de type Core Corpus, donc du bureau très qualitatif à Paris, en première couronne parisienne essentiellement, capitalise à peu près 3,6 milliards d'euros. Elles figurent toutes deux, on va dire, dans le top 10 des SCPI les plus grosses en termes de capitalisation. Elles ont été créées en fait pour Primopierre en 2008 et puis pour Primovi en 2012. Elles sont extrêmement résilientes. Elles l'ont démontré notamment pendant effectivement la crise sanitaire du Covid. Vous l'avez, je pense, eu l'occasion de pouvoir le vérifier. Cette résistance des SCPI, elle s'explique majoritairement, bien sûr, par leur taille et puis leur très large mutualisation avec environ 70 actifs de bureaux détenus sur Primopierre, plutôt des actifs de grand gabarit, et environ 280 actifs sur la SCPI Primovi. Cette mutualisation, c'est un phénomène extrêmement important et c'est un gage de pérennité, car le risque locatif, il est ainsi très largement atténué en cas de vacances locatives, tout simplement de départ d'un locataire. Alors, grâce aux importants capitaux collectés, ces deux SCPI, elles saisissent entre guillemets de nombreuses opportunités à l'investissement. Primovi, à elle seule, a investi depuis plusieurs années maintenant à peu près 1 milliard d'euros sur le marché de la santé et de l'éducation en France et en Europe. Et ça le permet effectivement de pouvoir adresser sur cette même zone euro de très nombreux portefeuilles auxquels malheureusement on n'aurait pas fondamentalement accès en tant que particulier. Alors, si on vient maintenant sur la partie des risques, alors vous allez le voir quand vous verrez votre conseiller, toutes nos plaquettes commerciales, puisque je vous rappelle, nous on est régulé par l'autorité des marchés financiers, vous dresse un inventaire à l'après-vert des risques associés. Bien, ça va de soi, on est assez protecteur de l'épargne des Français et en tant que produit régulé, bien évidemment, on n'échappe pas à la règle. Et les risques, ils sont donc assez nombreux, mais les risques les plus évidents par rapport à l'immobilier, c'est notamment le risque d'illiquidité et le risque d'obsolescence. Illiquidité, donc c'est l'incapacité potentielle à pouvoir vendre mon bien au moment où je veux sortir, et puis le risque d'obsolescence, c'est bien évidemment l'usage que je fais de mon bureau et son vieillissement tout simplement. Pour comprendre et compenser ces risques, lui, l'investisseur, il exige une prime de risque complémentaire. En gros, par rapport au taux sans risque, eh bien, vous allez exiger en tant qu'investisseur un rendement minimum pour, bien évidemment, être en capacité de pouvoir continuer à servir un dividende satisfaisant, la promesse client, auprès de vos investisseurs. Les autres risques potentiels qu'on pourrait éventuellement citer, ce serait effectivement l'absence d'offres à l'acquisition. Admettons qu'un marché soit complètement arbitré, donc ça signifierait concrètement que j'aurais collecté des capitaux, que je serais dans l'incapacité de trouver des actifs pour investir ces sommes. Ça pourrait être également, pourquoi pas, des prix trop élevés à l'acquisition qui s'avéreraient malheureusement trop dilutifs pour la SCPI. Et puis, ça pourrait être une vacance totale du portefeuille ou encore une perte totale de valeur du portefeuille. Alors, vous comprendrez au regard de ce que je vous ai un petit peu indiqué, notamment sur la taille, que c'est relativement peu probable. Une chose à retenir de façon assez simple, c'est que la taille de la SCPI, c'est un facteur clé lorsque vous allez analyser les fonds avant d'investir. En outre, si je prends par exemple une SCPI comme Primovi qui est adossée à une thématique qui est extrêmement porteuse, ça c'est une autre chose à bien avoir en tête. La thématique, elle est assez évidente et à comprendre, hein, c'est celle du vieillissement démographique et puis du manque d'infrastructures assez criant, puisqu'on évalue qu'à horizon de 2030 dans la zone euro, il y a environ 75 à 90 milliards d'euros à investir pour couvrir en fait les besoins non actuellement couverts, notamment pour les patients de tous bords, et notamment pour les personnes âgées. Donc, investir dans un fonds comme Primovi, qui est par ailleurs un fonds qui bénéficie du label ISR immobilier et qui soutient de nombreuses initiatives telles que l'hôpital Necker, la division enfants malades, on les aide en fait notamment à acheter du matériel médical de pointe. J'ai envie de vous dire que c'est contribuer à agir un petit peu positivement au plan sociétal. Voilà.
Merci beaucoup Philippe pour cette analyse. Parlons maintenant d'Activimo. Activimo, on a vu et on le reconnaît, le développement sur les dernières années a été très bon. Le secteur de la logistique est un marché d'avenir au vu des changements de consommation. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement relatif à la logistique du dernier kilomètre? Et de plus, aujourd'hui, quel est l'impact du secteur de la logistique dans votre SCPI? Oui, Julien. Donc, je vais commencer par définir la logistique. Donc, la logistique, c'est un flux. C'est finalement l'art et la manière de mettre à disposition un produit donné au bon endroit, au bon moment, à moindre coût et avec la meilleure qualité possible. Donc, on considère que c'est une classe d'actifs qui est à la fois différenciante, porteuse et rentable. Et d'ailleurs, la crise sanitaire l'a évidemment mis en lumière, hein, et a changé considérablement nos modes de consommation. Donc là, je fais référence évidemment au e-commerce, puisque si on s'intéresse un petit peu au chiffre du e-commerce, avant la crise sanitaire, ça représentait moins de 10%. Donc la part du e-commerce dans le commerce global. Aujourd'hui, on est à plus de 15% et on n'est pas en reste, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde nos pays voisins, par exemple le Royaume-Uni, ils sont à plus de 30%. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce secteur a permis une nouvelle structure finalement du marché de la logistique, et on a deux sous-catégories, si je fais une généralité sur la logistique. On a d'un côté la logistique XXL et on va avoir de l'autre côté la logistique XXS, donc du dernier kilomètre ou encore la logistique urbaine. Donc, la logistique XXL, ça va être des entrepôts, plutôt de stockage, qui sont des entrepôts de taille, comme son nom l'indique, hein, assez importante. Et donc, automatiquement, ils vont s'éloigner des bassins de consommation pour un besoin de foncier qui est assez évident. De l'autre côté, on a un consommateur final qui aujourd'hui veut être livré assez rapidement. On devient de plus en plus impatient. Et donc, automatiquement, on a dû créer des nouveaux relais, ce qu'on appelle cette logistique du dernier kilomètre, qui sont des entrepôts de plus petite taille, qui sont justement proches des bassins de consommation, qui sont accessibles, donc proches des axes routiers. Et donc, ce sont des entrepôts de flux, c'est-à-dire qui sont là en tant qu'intermédiaire entre l'entrepôt de stockage et le consommateur final ou point click and collect. Donc, c'est vraiment des entrepôts de flux, c'est-à-dire que les marchandises vont transiter en général moins de 24 heures dans ce type d'entrepôt. Et donc, c'est le dernier maillon ou l'avant-dernier maillon de la chaîne logistique. Voilà. Si je regarde un petit peu maintenant Activimo, je le rappelle, on est la première SCPI labellisée ISR qui est entièrement dédiée à la logistique du dernier kilomètre et aux locaux d'activité. Donc, on a décidé de ne pas investir sur les entrepôts XXL, parce qu'en général, donc ce que je disais, hein, c'est des entrepôts de taille assez importante, avec souvent un monolocataire. Donc, on n'a pas voulu prendre ce risque-là. Et puis surtout, ce sont des entrepôts qui ont un coût assez élevé, avec un rendement un petit peu moins intéressant. Donc, on s'est plutôt focalisé sur la logistique du dernier kilomètre et le locaux d'activité, puisqu'ils sont plus accessibles. On a une vraie demande sur ces entrepôts-là. Si on regarde un petit peu le taux de vacances sur la logistique du dernier kilomètre, on est à moins de 1%. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème pour trouver des locataires sur la logistique du dernier kilomètre. Et donc, on est sur des sites qui sont très bien placés, et notamment avec une lutte contre l'artificialisation des sols, qui vient faire augmenter finalement le prix, enfin la valeur de ces actifs, puisqu'on ne pourra pas créer éternellement des entrepôts proches des bassins de consommation. On a une lutte contre l'artificialisation des sols, et donc automatiquement, ce qu'on va avoir en portefeuille dans la SCPI Activimo va continuer à prendre de la valeur, puisqu'il y aura une raréfication du foncier, et donc ça va prendre de la valeur, et en même temps, on va avoir des loyers qui vont augmenter, puisque ce sera des entrepôts qui sont très bien placés. Voilà. Et donc d'ailleurs, ça s'est bien vu sur la SCPI Activimo, puisqu'aujourd'hui, on est sur des rendements qui sont haute fourchette sur notre SCPI. Merci beaucoup Charlotte, merci Philippe pour le premier point. Attaquons maintenant le deuxième point de cette soirée concernant la fiscalité. On nous questionne souvent sur la forte fiscalité des revenus des SCPI. Quels sont les arguments pouvant être, je dirais, mis en avant afin de rendre attractifs ces supports? Charlotte? Oui, alors effectivement, au même titre que les investissements en immobilier direct, les revenus de la SCPI, donc je parle des revenus fonciers, ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur les revenus, plus prélèvements sociaux. Donc c'est vrai qu'au niveau de la fiscalité, ça peut être assez élevé. Quand on prend une TMI par exemple à 30% plus prélèvements sociaux, on peut tout de suite être par exemple à 47,2, ce qui est assez élevé. Finalement, la fiscalité des SCPI est liée au mode de détention. Donc, on a des solutions qui existent pour limiter cette fiscalité.
Donc, on a par exemple la possibilité de loger des SCPI dans un contrat d'assurance vie, qui permet notamment d'avoir une fiscalité du contrat et non pas des revenus fonciers ou financiers. Ça peut être plus intéressant. On a également la possibilité de loger les SCPI dans une SCI à l'IS. Donc là aussi, ça sera la fiscalité de l'impôt sur les sociétés qui va s'appliquer. Et on peut également acheter des parts de SCPI en nue propriété. Donc là, on va démembrer le prix de part. Donc on en reviendra un petit peu après avec une autre question. Mais ça aussi, ça permet justement d'éviter complètement la fiscalité des SCPI. Voilà. Il existe également des éléments qui peuvent améliorer la fiscalité au sein même de la SCPI. Donc là, il suffit un petit peu de creuser dans la SCPI. On va avoir notamment des investissements à l'étranger. Donc quand on investit hors de France, en fonction des pays, on va avoir une fiscalité qui va être plus attrayante. Mais ça, je laisserai justement Philippe revenir sur ce point-là. Et on peut également acheter des immeubles via des share deals, c'est-à-dire qu'on va acheter directement des portefeuilles qui détiennent des actifs. Et donc, ça nous permet à la fois d'acheter à prix réduit et ça nous permet également d'avoir des revenus financiers et non pas fonciers. Et donc, les revenus financiers sont à la flat tax, donc 30%, ce qui est plus intéressant évidemment que TMI plus prélèvements sociaux pour certains clients. Voilà, donc si je reviens sur notre SCPI Activimo, on a commencé justement à investir hors de France, donc notamment en Espagne, on est en train d'investir également en Italie. Et sur le plan justement des share deals, on a investi dans une SCI à l'IS, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 20% de nos revenus qui sont des revenus financiers et non pas fonciers, et donc à la flat tax. Merci beaucoup, Charlotte. Philippe, pour des personnes ayant une forte imposition, les SCPI européennes semblent être une bonne alternative. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et à cet égard, la diversification internationale est-elle inévitable? Oui, il peut y avoir un intérêt réel en fait à investir en Europe. Beaucoup de gestionnaires aujourd'hui le font. Alors, c'est pas uniquement lié à la problématique fiscale, c'était aussi lié effectivement à la nécessité de se diversifier en termes de sourcing et d'aller chercher des sources de rendement ailleurs que dans l'Hexagone. Pour tous les actifs qui sont situés en France et pour les revenus locatifs qui sont encaissés, la règle, c'est que il y a des conventions fiscales qui existent, qui permettent justement de mettre en place des mécanismes qui vont permettre d'éviter les phénomènes de double imposition entre les mains des associés. Ces conventions, en fait, elles peuvent prévoir deux types de dispositifs. Soit les revenus fonciers de sources étrangères sont exonérés d'impôts en France, mais pris en compte en revanche pour le calcul du taux effectif d'imposition applicable aux autres revenus imposés. C'est par exemple le cas notamment pour les revenus locatifs que vous percevez en provenance de l'Irlande ou encore des Pays-Bas. Soit en fait, deuxième possibilité, les revenus fonciers de sources étrangères sont aussi imposés en France entre les mains des associés, mais ces derniers bénéficient de ce qu'on appelle un crédit d'impôt qui concrètement en fait est égal à l'impôt français qui correspond à ces mêmes revenus étrangers. Là, ça peut être effectivement aussi intéressant, c'est notamment le cas par exemple en Allemagne ou en Espagne. Et en Allemagne, pour vous donner un exemple, en fait, la taxation elle est de 15,825%, rapporté en fait au taux dont parlait Charlotte tout à l'heure. Donc ça, au strict plan fiscal, effectivement, lorsque vous avez en fait supporté un effort assez important, ça peut être intéressant d'investir dans une SCPI européenne ou à dominante européenne. C'est le cas, par exemple, sur des fonds comme Primovi, puisqu'on revient un petit peu aussi sur les fondamentaux, où là, on a à peu près 35% de nos acquisitions qui ont été faites dans 7 pays de la zone euro, à côté de la France, bien sûr, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Irlande. Donc là, ça peut effectivement faire sens. Et aujourd'hui, beaucoup de gestionnaires proposent en fait une partie relativement importante de leur portefeuille en Europe. Merci Philippe, merci Charlotte aussi pour ces analyses au niveau de la fiscalité. Passons maintenant au troisième point, et vous l'avez évoqué tout à l'heure Charlotte, le démembrement. Nous savons que le démembrement de propriété est un levier pour la constitution d'un patrimoine ou pour sa transmission. Pouvez-vous donc nous expliquer le fonctionnement, s'il vous plaît? Oui, alors effectivement, avant de parler peut-être de démembrement, expliquer que quand on investit dans une SCPI au démarrage, enfin quand on investit dans une SCPI au démarrage, on investit plutôt sur une SCPI en pleine propriété, c'est-à-dire qu'on va acheter des parts de SCPI, on achète la pleine propriété. Maintenant, il y a la possibilité justement de démembrer cette part, et donc on va pouvoir avoir une partie nue propriété et une partie usufruit.
Pour l'expliquer, je vais peut-être donner un exemple, ça sera plus simple pour tout le monde. On est sur un démembrement temporaire, donc vous avez la possibilité de faire du démembrement temporaire donc sur une durée que vous allez définir au préalable, entre 3 et 20 ans en général pour les SCPI, ou alors vous avez la possibilité de faire tout de suite du démembrement viager. Donc on va se baser sur un exemple d'un démembrement temporaire. Si on est par exemple sur du 10 ans, en fonction des clés, en fonction des SCPI, la clé est évidemment différente. Sur notre SCPI, par exemple, sur 10 ans, on a 65% pour le nu propriétaire et 35% pour l'usufruitier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que le nu propriétaire va acheter 65% du prix de la part et l'usufruitier 35%. Donc, l'intérêt pour le nu propriétaire, c'est que finalement, il va acheter un prix de part avec une décote. Au lieu d'acheter 100%, il va acheter 65%. Pendant toute la durée du démembrement, donc là, dans notre exemple, 10 ans, il ne va pas percevoir de revenus. Donc, pas de revenus veut dire pas de fiscalité, pas d'IFI non plus. Et à la fin, au bout des 10 ans, il va avoir la pleine propriété. Donc, finalement, il aura acheté 65% et au bout des 10 ans, il aura 100%. Et à partir de ce moment-là, il aura des revenus, donc de la SCPI, donc là classique, puisqu'il aura la pleine propriété. Et donc, l'intérêt aussi pour le nu propriétaire, c'est pendant toute cette durée-là, pas de fiscalité, mais potentiellement le prix de part qu'il a acheté en année 0 va augmenter. Donc, on aura potentiellement une revalorisation du prix de part. L'usufruitier, lui, achète 35%, ce qui veut dire qu'il achète donc uniquement l'usufruit de cette part. Et pendant toute cette durée, donc les 10 ans, il va percevoir des revenus. Il va percevoir les revenus sur la pleine propriété. Par contre, au bout des 10 ans, il n'aura plus ces 35% puisque c'est le nu propriétaire qui les aura récupérés. Donc finalement, si on revient un petit peu sur le thème d'aujourd'hui, qui est le thème de la retraite, ça peut être effectivement très intéressant d'acheter uniquement la nue propriété, en se disant par exemple, je pars à la retraite dans 10 ans, j'achète la nue propriété, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de revenus, donc je n'ai pas besoin non plus d'avoir la fiscalité, et à terme des 10 ans, je reçois des revenus complémentaires pour ma retraite. Merci beaucoup, Charlotte. Nous constatons quand même une forte hausse de collecte sur les dernières années et en SCPI, et encore plus cette année où on a aujourd'hui dépassé plus de 7,5 milliards depuis le début de l'année. Lors d'un investissement en démembrement, nous plaçons en général sur du long terme, 8-10 ans. Philippe, devons-nous nous attendre potentiellement à une saturation du marché dans les prochaines années? Alors, c'est un peu la question piège, mais je vais essayer de la meilleure manière possible. Oui, effectivement, il y a un attrait toujours assez marqué de la part des épargnants pour la classe d'actifs immobilières et pour l'épargne collective immobilière non cotée. La part en fait des souscriptions en démembrement, qui, comme Charlotte l'a très bien dit, est un outil patrimonial assez formidable, est assez importante en fonction des sociétés de gestion. Allez, je dirais que c'est environ entre 15 et 20%. La difficulté consistant bien évidemment à appareiller, en fait, c'est-à-dire à réconcilier la demande d'usufruit et la demande de nu propriétaire. Parce que, vous l'avez compris, l'usufruit, ça touche une population très très large, susceptible de vouloir un petit peu doper ses revenus. Et puis, en revanche, la nue propriété, vous l'avez compris aussi, vous ne touchez pas de revenus pendant un certain temps. Et par conséquent, ça peut être un peu plus compliqué à ce stade de trouver, on va dire, les clients ayant une surface financière suffisante pour se permettre d'investir sur un prix de part de 165. Et donc, si on multiplie à l'échelle de 100 000 euros, ça commence à faire un peu d'argent et ne pas toucher de revenus. Toutefois, c'est quand même un montage qui est très franco-français et qui fonctionne très bien. Et quand tu me dis en fait quels sont les risques potentiels associés au regard de cette collecte sur le démembrement de propriété, j'ai envie de dire aucun, dans la mesure où effectivement dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? La majorité en fait des gens qui auront souscrit sur cette même durée verront leur pleine propriété reconstituée et ils vont continuer tout simplement à détenir leur part, cette fois-ci en pleine propriété, et commencer à toucher des revenus. Et par conséquent, il ne se passera pas grand-chose. En revanche, il faut bien dire une chose, c'est que effectivement, lorsque vous souscrivez en démembrement, il faut avoir une quasi-certitude que vous pourrez rester investi sur la clé de répartition que vous avez choisie. En règle générale, lorsque vous êtes nu propriétaire, vous allez caler cette durée potentielle sur un départ en retraite. Donc, il faut que vous ayez en fait cette surface financière. Et là, le conseil intervient et prend toute
tout son intérêt, il faut que vous ayez la durée de détention en fait, qui corresponde parce qu'il y a très peu de liquidités sur le marché, il n'y en a même pas sur en cas de démembrement et en cas de volonté de cession de vos parts. Ça se passera en fait sur du gré à gré et donc vous devrez trouver une contrepartie par vous-même. Donc c'est assez compliqué. Voilà, mais en tout état de cause, sachez que les SCPI, par ailleurs, elles sont détenues par les investisseurs pour des périodes qui sont très longues. Hein, c'est en règle générale de 20 ans et plus. Voilà, la principale motivation des investisseurs en SCPI, c'est de venir chercher un revenu stable et régulier et accessoirement une revalorisation du prix de part tel que reflété par les valeurs d'expertise des actifs dans lesquels on a investi. Merci beaucoup Philippe et Charlotte pour ces analyses. On va maintenant passer aux questions que nos clients ont pu nous poser. Je laisse la main à la régie. Avons-nous reçu des questions? Alors oui, nous avons une première question. Donc, peut-on investir dans la SCPI lorsqu'on est expatrié dans un pays européen et que se passe-t-il au niveau fiscalité et imposition? Charlotte, je vous laisse répondre. Oui, alors effectivement, on peut investir quand on est expatrié. Donc là aussi, c'est intéressant. En fonction du pays, vous allez avoir une fiscalité qui va être différente. Donc c'est plutôt intéressant puisque vous n'avez pas payé les prélèvements sociaux qui sont de 17,2. Donc là, après, c'est en fonction du pays. Et ça sera justement votre conseiller chez Alta Profit qui pourra vous aider là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a une autre question. Donc, pouvez-vous préciser les frais d'entrée des SCPI? Alors, que je prenne, Julien. Les frais d'entrée, en règle générale, c'est ce qu'on appelle une commission de souscription. Il varie pour l'ensemble des SCPI de la place entre 8 et 10%. En réalité, vous avez différents indicateurs. Vous avez un prix de souscription et une valeur de retrait. C'est la valeur à laquelle vous êtes supposé pouvoir vous retirer lorsque vous souhaitez vendre vos parts. Et la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait, c'est votre commission de souscription. Merci Philippe. Merci pour cette réponse. Donc, on a une autre question. Donc, quels sont les impacts de la remontée des taux d'emprunt sur les différents secteurs immobiliers et donc les SCPI, donc revente, rendement, liquidité, etc. Philippe, Charlotte, qui veut commencer? Moi, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question quand j'ai parlé justement de l'inflation. C'est vrai que cette remontée des taux, donc là je parle notamment sur le secteur de la logistique, c'était plutôt une bonne nouvelle pour nous puisqu'on assiste à une décompression des taux de rendement. C'est vrai que sur le secteur de la logistique, en début d'année, on avait des taux, donc vraiment une compression des taux. Et depuis cette hausse des taux d'intérêt, finalement, on voit des prix qui baissent un petit peu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque nous, on est en phase d'acquisition. Notre SCPI est assez récente puisqu'on est sur une SCPI qui a aujourd'hui un peu plus de 3 ans. Donc, on n'est pas en phase évidemment de revente. Et donc, on est sur une SCPI où on peut continuer à acheter. C'est plutôt le bon moment. Et ce que je disais par ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'endette pas. On paye cash et donc c'est un avantage concurrentiel. Et donc voilà, il y a certains dossiers qu'on a eu en début d'année qu'on a laissé passer parce qu'on trouvait que c'était beaucoup trop cher, donc le rendement n'était pas intéressant, qui finalement reviennent vers nous et on arrive à très bien négocier. Donc voilà, de notre côté Alderan, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Philippe. Pour compléter un petit peu ton propos, effectivement, lorsque vous avez une hausse des taux, vous avez potentiellement des baisses de valeur qui peuvent être constatées. Elles sont plus ou moins importantes en fonction des classes d'actifs sur lesquelles vous vous situez et sur les différents actifs eux-mêmes, bien évidemment. Lorsqu'on parle effectivement donc de hausse des taux et de baisse des valeurs, c'est pas pour autant en fait que vous allez retrouver cette baisse des valeurs d'expertise dans le prix de part de votre SCPI parce que vous avez un mécanisme assez protecteur qui a été instauré bien sûr par l'autorité de régulation et qui oblige le gestionnaire d'actifs donc à fixer de façon discrétionnaire le prix de souscription dans une borne on va dire réglementaire de plus et moins 10% d'une valeur qu'on appelle la valeur de reconstitution. Donc, par conséquent, même si vous avez à un instant T des baisses de valeur, ce n'est pas pour autant en fait que vous les verrez traduites dans votre valeur, votre prix de part. Merci Philippe. Merci. Donc, on a une autre question. En cas de baisse du marché immobilier, le prix des loyers peut-il être diminué et dans quelle mesure? En cas de baisse des marchés immobiliers, c'est ça? Oui, c'est ça. En cas de baisse du marché immobilier, le prix des loyers peut-il être diminué et dans quelle mesure? Alors, on a toujours en fait la possibilité de négocier avec un locataire pour revoir le cas échéant
dans son bail une révision à la baisse. C'est une possibilité qui arrive. Vous avez aujourd'hui, en fait, comme disait Charlotte, des phénomènes d'indexation qui sont en fait des clauses d'échelle mobile prévues par les baux. Donc c'est automatique. Vous avez l'ILAT, effectivement, pour l'indice du loyer des activités tertiaires qui concerne la majorité du parc immobilier français. Vous avez l'indice sur les locaux comme sur les locaux commerciaux. Vous avez l'indice de révision des loyers pour le résidentiel en particulier. Et en réalité, ça s'applique de droit. En revanche, effectivement, dans le cadre d'une négociation, vous pouvez très bien envisager effectivement ou ne pas répercuter la hausse ou de la répercuter en fait de manière allégée, de sorte en fait à ne pas étouffer non plus votre locataire. L'idée étant bien évidemment dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant de pouvoir, on va dire, maintenir le locataire en place à des conditions bien sûr de marché. On ne va pas non plus passer d'un loyer qui serait de 1 500 € à 150 €. Là, ce ne serait pas un bon acte de gestion. Voilà, on ne serait pas très content de nos équipes. Merci Philippe. Merci. On a une autre question. En tenant compte des frais d'entrée de 8 à 10%, quel est le temps d'absorption moyen de ce coût? Charlotte, je vous laisse la main. Alors oui, alors c'est évidemment en fonction des rendements. Après, il y a une chose qui est importante, c'est que les frais de souscription, finalement, c'est des frais à l'entrée. On est bien d'accord. Par contre, votre rendement, vos revenus vont pas être calculés sur votre montant net, c'est-à-dire le prix de souscription moins les frais de souscription, mais il va être vraiment calculé sur votre montant investi. C'est-à-dire que si vous allez investir 100, par exemple, en prenant en compte les frais de souscription, vous allez avoir un rendement qui va être calculé sur votre montant brut investi et non pas en prenant les frais. Après, si on regarde un petit peu ces frais qui sont en moyenne de 10% en fonction des SCPI, le rendement moyen de la SCPI, c'est aux alentours des 4,5. Donc finalement, il faut 2 ans pour amortir environ ces frais. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que la SCPI a un placement long terme et la durée recommandée en fonction des SCPI est plutôt 8 ans. Merci. Merci. On a une autre question qui est, y a-t-il des frais à la revente de parts de SCPI? On continue sur les frais. Non. Vous avez parfois des droits de mutation lorsque, par exemple, vous les cédez de gré à gré à une autre personne, mais c'est tout. En mutation de 5%. Merci. On a une dernière question. On voit aujourd'hui des SCPI sans frais d'entrée. Comme vous le dites, pensez-vous vous tourner vers ce type de support? Philippe, une réponse pour le groupe Primonial? Pas de réponse toute faite. Le modèle en fait est ainsi fait qu'une société de gestion a aussi des obligations de rentabilité. Lorsque vous avez en fait une commission à 0% sur une SCPI, bien évidemment, la société n'est pas une société philanthrope. Et je pense que vous l'avez bien compris. Et par conséquent, vous retrouvez en fait des frais exprimés de manière différente sous ce qu'on appelle en fait la commission de gestion. La commission de gestion en fait qui est prélevée annuellement. Voilà. Ouais, et je complète aussi sur les SCPI à frais d'entrée. C'est vrai que ça peut attirer parce que tout de suite on a 0% contrairement à du 10. Par contre, il y a des frais qui sont cachés qu'il faudrait regarder dans le DCI, puisqu'on a donc les frais de gestion comme l'a dit Philippe, mais on a aussi des frais sur la cession d'immobilier. Enfin, on a d'autres frais qu'il faudrait regarder. Et le dernier élément, c'est que quand on est sur une SCPI à frais d'entrée, finalement, on peut se positionner sur du court terme, c'est-à-dire se dire on peut investir pour 3, 4, 5 ans. Et donc, automatiquement, si plusieurs investisseurs font de même et investissent pour sortir au bout de 3-4 ans, on peut avoir un risque de liquidité sur ce type de SCPI. Voilà, donc il faut quand même être vigilant. Merci beaucoup. Pour conclure, et tout d'abord, je tiens à vous remercier, Charlotte et Philippe, pour ces précieuses informations. J'espère que l'on a répondu à toutes vos questions et qu'on vous a donné envie de franchir le cap et d'investir en immobilier via des SCPI en direct. Si vous avez la moindre question, nos conseillers en gestion de patrimoine se feront un plaisir de vous répondre. Merci à tous de nous avoir suivis et encore merci à tous les deux pour votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.